Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va rencontrer Moisson Laurentide. Donc, je laisse la parole à Eve pour cette présentation. Oui, alors je pense que Jennifer a une petite vidéo à nous montrer pour commencer. Parfait. Alors bonjour, bienvenue. Je suis Eve Massicotte, coordonnatrice au bénévolat et aux relations externes à Moisson-Laurentide. Je suis aujourd'hui en compagnie de mes collègues Malika, Lisa, Jean-Sébastien et Jennifer qui va opérer quand même la présentation de son côté. Alors, place à la vidéo peut-être, Jennifer, je ne sais pas. Non, il n'y aura pas de vidéo. On me dit qu'il n'y a pas de vidéo. Alors, c'est pas grave. On va y aller avec l'historique. Alors, depuis plus de 35 ans, nous assurons un approvisionnement alimentaire aux organismes communautaires desservant les personnes vulnérables de notre territoire. Nous permettons ainsi d'éviter la sollicitation démesurée des fournisseurs agroalimentaires. Nous garantissons une distribution équitable des denrées entre les organismes accrédités, et ce, en fonction du nombre de personnes desservies par chacun. Nous assurons l'application des règles et des normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, mieux connu sous le nom du MAPAC, et de l'industrie agroalimentaire tout au long de la chaîne d'entraide. De plus, nous participons au développement des solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Pour la petite histoire, Moisson Basse-Laurentide a pris naissance à l'été 1988 lorsque quelques organismes communautaires ont voulu se donner un outil qui leur permettait d'offrir un dépannage alimentaire aux personnes en difficulté qui frappaient à leur porte. C'est donc à Sainte-Thérèse, à l'organisme La Petite Épaule, qu'a débuté les activités de récupération alimentaire. 11 ans plus tard, soit en 1999, on entame la construction d'un édifice qui conviendra mieux aux besoins. C'est donc fin mars 2000 qu'a lieu le déménagement au 25 Roland-Brière à Blainville, un édifice tout neuf de 10 000 pieds carrés. En 2005, nous obtenons une modification à notre charte. Nous passons de Moisson Basse-Laurentide et nous devenons Moisson Laurentide, englobant désormais tout le territoire des Laurentides jusqu'à Fermeneuve, alors donc notre territoire actuel. En 2018, encore 13 ans plus tard, nos installations du 25 Roland-Brière nous semblent bien désuètes. Alors, nous développons donc un projet de relocalisation et à l'automne 2019, grâce à l'appui de nombreux partenaires, dont la Ville de Blainville, Desjardins, le gouvernement du Québec et Cisco Max, les travaux de construction débutent. Et c'est en juin 2020 que nous avons aménagé dans nos locaux actuels au 341 rue Legault, qui représente un entrepôt de 26 000 pieds carrés. Du côté du territoire, nous desservons la région des Laurentides et la MRC Les Moulins dans la région de la Naudière pour une superficie de 20 820 km². On voit que le territoire s'étend au sud jusqu'à la rivière des Mille-Îles, au nord au nord de Mont-Laurier, jusqu'à Fermeneuve plus exactement, en limitant la rivière Rouge du côté ouest et les limites de la Naudière du côté est, incluant cependant nos villes de Mascouche et Terrebonne qui font partie de la MRC des Moulins. Alors, cette grande région couvre 8 MRC, en plus du secteur de Mirabel, et totalise une population de plus de 800 000 personnes. Moisson-Laurentide approvisionne 111 organismes qui, eux, sont sur le terrain dans chacun des secteurs pour s'assurer de ne laisser personne pour compte. Au total, ces 111 organismes sont soucieux de nourrir, d'accueillir, d'aider et d'écouter plus de 20 000 personnes mensuellement par un service d'aide alimentaire. Fait déplorable, cependant, sur ces 20 000 personnes, 40 sont des enfants d'âge scolaire et préscolaire. Alors, aucune de nos activités ne serait possible sans nos bailleurs de fonds. Leur soutien nous permet de maintenir nos opérations quotidiennes. Si on examine le tableau, 83 du financement provient des dons et activités. Si on décompose ce pourcentage, on peut voir que 25 provient du réseau des banques alimentaires, 6 des fondations et institutions,
1 % des dons en biens et services, 19 % du grand public et des entreprises, 32 % des activités de collecte de fonds et autres activités. À cela s'ajoute 9 % provenant de la filiale et des autres revenus, ainsi que 8 % des subventions gouvernementales. Nous avons donc la chance d'avoir de précieux partenaires, les réseaux des banques alimentaires dont nous sommes membres, soit BAQ, qui sont les banques alimentaires du Québec, et BAC, Banque alimentaire Canada. Ces réseaux s'assurent que nous allons chercher le maximum pour notre région. En étant mandataire du programme de récupération en supermarché, c'est-à-dire le PRS, on va chercher 79 % de notre approvisionnement. De plus, grâce au réseau, nous bénéficions de dons supplémentaires de grandes entreprises et de coopératives à portée provinciale et nationale. À cela s'ajoute une récupération hebdomadaire chez 8 détaillants Walmart, totalisant 260 279 kilos. Alors, c'est quand même très énorme les kilos qu'on va chercher grâce à ces partenariats-là. Alors, et de plus, ça nous procure un accès à du financement pour des projets spéciaux, les achats de camions, le matériel d'entrepôt, les génératrices et autres. Elle représente aussi une force de sensibilisation et de relations médias et gouvernementales, ce qui donne droit au partage des investissements gouvernementaux dans l'achat de denrées. En contrepartie, Moisson-Laurentide adhère au principe de collectivisation du service en ne sollicitant que les fournisseurs faisant partie de son territoire de desserte. Alors, je cède maintenant la parole à ma collègue Malika qui vous entretiendra des actions de Moisson-Laurentide. Alors, bonjour à tous. Oui, mon département consiste à vous parler un peu des actions, opérations de chez Moisson-Laurentide. Pour vous expliquer un peu nos processus, nous avons 4 camions réfrigérés qui sillonnent le territoire des Laurentides pour récupérer les dons alimentaires. Annuellement, on récupère environ 3,5 millions de kilos de denrées chez nos marchands agroalimentaires, chez nos agricoles, chez nos marchands, chez les distributeurs. En fait, ces 3,5 millions de denrées, de kilos de denrées, ont une valeur marchande environ estimée à 43 millions de dollars. Effectivement, toutes ces denrées qui sont manutentionnées, ils reviennent ici chez Moisson pour être manutentionnées, triées et repartagées équitablement en fonction des besoins de nos organismes, selon le nombre desservis de chacun. Pour vous donner une idée de grandeur, il faut à Moisson environ 50 000 kilos par semaine pour venir en aide à nos 111 organismes. Puis, on pourrait ajouter une quinzaine de palettes supplémentaires de produits de viande et produits congelés pour subvenir aux besoins de nos 111 organismes. Nous sommes vraiment tributaires des dons reçus. Aucune planification ne peut être faite. Chaque fois qu'on ouvre la boîte du camion, c'est une surprise qui apporte une variation dans les commandes d'un organisme à l'autre. Nous avons une équipe de bénévoles aussi qui nous aide au tri. Chaque palette de fruits et de légumes est triée avec notre équipe ici. Il faut toujours rester conscient que c'est des bénévoles qui viennent nous prêter main forte. Et ce qu'on reçoit ici chez Moisson-Laurentide, c'est souvent des aliments qui sont en fin de vie. Alors, des fois, on a quelques jours pour faire la distribution à la grandeur de notre réseau. Et grâce à notre nouvelle installation de nos cuisines de transformation, nous pouvons aussi minimiser les pertes que nous avons. L'équipe de transformation vont déshydrater, vont congeler, vont transformer les aliments, vont préparer des petits plats aussi qui vont être redistribués dans notre réseau en aide alimentaire aux organismes pour les aider à subvenir aux besoins de tous. Effectivement, tous nos efforts vont dans le seul but d'optimiser nos pratiques afin de répondre le plus près possible des besoins de nos organismes.
Mais mis à part tout ça, nous ne sommes pas à l'abri de tout ce que l'industrie peut vivre, soit la pénurie de main-d'œuvre, les bris de camions, les bris de systèmes de réfrigération. Alors, on est vraiment imputé de tous ces malheurs-là aussi. Alors, maintenant, je vais céder la parole à ma collègue là, qui va poursuivre avec vous, Eve. Alors, oui, pour réussir à accomplir tout cela, Moisson Laurentide peut compter sur des activités de collecte de fonds qui sont réussies et un appui considérable de la Guignolée. Alors, on voit présentement ici à l'écran nos activités de collecte de fonds. La Grande Guignolée, qui a lieu chaque année au mois de décembre, qui en a été en 2023 à sa 24e édition. On a la Grande Guignolée virtuelle qui a été créée en 2020, en réalité, et qui en était à sa 4e édition. Elle a été créée, on ne pourra pas vous le cacher, du fait qu'on n'a pas pu tenir cette année-là une guignolée traditionnelle. Alors, ça a été l'invention, mais on voit que on poursuit d'année en année et que ça a été récolté encore presque 60 000 là, 59 495 l'an passé. Alors, c'est encore un élément qui est très important. Nous avons la classique de golf qui va avoir lieu bientôt pour la 25e édition. Notre encas virtuel qui a lieu dans la même période que la classique de golf et qui, elle, en était à sa 5e édition. Alors, ces deux événements virtuels-là là, proviennent exactement de notre année mémorable 2020. Alors, et puis on a aussi notre grande collecte qui, elle, en est à sa 22e édition et qui a lieu très bientôt, soit les 26 et 27 avril prochains. Donc, dans un contexte économique tendu où la faim poursuit son avancée, la sensibilisation à la cause du combat contre la faim et à notre action revêt une importance capitale. Rejoindre une plus grande part de la population, sensibiliser un plus grand nombre d'organisations sur le territoire, ainsi que soutenir une représentation constante auprès des gouvernements, tels sont les défis quotidiens pour lesquels notre équipe des communications et notre directrice générale s'investissent. Alors maintenant, je vais laisser la place à Lisa, qui nous expliquera qui et avec qui nous réalisons ces actions. Ton son. Lisa, ton micro. Et voilà, fait que je disais bienvenue et bonjour cet après-midi. Moi, je vais vous parler, entre autres, de nos 111 organismes qu'on a présentement. Comment qu'on peut devenir un organisme accrédité? Alors, c'est très simple, c'est en remplissant un formulaire que vous remettez à Moisson-Laurentides par courriel ou par lettre. Suite à ça, c'est sûr qu'on a certains critères de sélection. On doit être un OBNL et on doit aussi avoir ce qu'on appelle un NEQ. Donc, on doit être enregistré au registraire pour valider que l'organisme existe vraiment. Puis aussi, il faut quand même que nos services soient attribués à des personnes qui sont soit défavorables ou qui soient vulnérables aussi. Alors ça, c'est les premiers critères. Ensuite, il y a un comité de sélection dont on va regarder votre dossier. Suite à ça, on fait une visite quand même officielle avec notre lettre d'entente de collaboration, donc les engagements de Moisson versus l'organisme et l'organisme aussi envers Moisson. Alors, là, je vais quand même vous parler aussi des services qu'on offre chez Moisson-Laurentides. On offre aussi un service de cuisine collective parce que vous savez que l'aide alimentaire, c'est la porte d'entrée, même chez les organismes, pour référer à d'autres services. Et puis, on est rendu à 50% d'aide alimentaire, 50% de différents services. J'ai entre autres les cuisines collectives, les repas communautaires, les cuisines solidaires, là, tout ce qui est cuisine, ça embarque là-dedans. On a également des boîtes à lunch, des collations qu'on donne à nos jeunes, soit des dîners qui sont à l'école ou pour la maison.
On a aussi un volet de transformation alimentaire. Vous recevez un courriel régulièrement, je pense que c'est le lundi. On est en partenariat avec le Régal Plus pour faire justement de la transformation. Fait qu'il y a 7, 8 organismes qui font de la transformation alimentaire. En plus de chez Moisson Laurentide aussi, qu'on a un volet de transformation alimentaire pour justement éviter le plus de pertes possible là, dans nos denrées. Puis je voudrais vous parler aussi d'un nouveau service qui s'en vient là, présentement. On est en train de se structurer pour vous accommoder parce qu'on a eu plusieurs demandes sur les frigos communautaires. Ça, on sait que le frigo communautaire va desservir la population qui n'est pas présente chez les organismes comme tels, mais qui ont quand même certains besoins, soit ponctuels. Mettons, un élève, il a oublié son lunch à la maison, fait qu'il peut passer au frigo communautaire. Certains itinérants aussi qui sont pas habilités à aller dans les comptoirs alimentaires pour toutes sortes de raisons. Fait qu'on sait que ça nourrit quand même certains gens. C'est une nouvelle approche. Fait que Moisson-Laurentide, on est en train de regarder pour justement s'assurer qu'il va y avoir certaines structures alentour de ces frigos communautaires-là, justement pour sécuriser nos donateurs. Ça, c'est très, très important de sécuriser nos donateurs. Et puis, je vois la petite affiche Vision régionale. Je vais vous parler, entre autres, on a vu le territoire de Moisson-Laurentide qui est immense. Alors, c'est important que la liaison communautaire, on va chez vous, on va voir sur vos organismes, dans votre terrain, comment ça se passe. Entre autres, comme il y a des déserts alimentaires, il y en a qui n'ont même pas de dépanneur. Il y a beaucoup d'éloignement pour la population. Comment rejoindre ces gens-là? Comment les aider? Fait qu'il y a différentes activités qui sont mises en œuvre par les organismes du terrain. Fait que c'est important, comme Moisson-Laurentide, on ramène ça à la maison, comme je pourrais dire, pour justement trouver aussi des solutions pour mieux vous soutenir, pour mieux vous soutenir face à ces projets-là. Je vais aller rapidement. On a des cafés-causeries également on invite les organismes à venir jaser autour d'une table de façon conviviale, justement pour échanger nos enjeux, nos craintes. On fonctionne soit par MRC ou soit par service. C'est très important de vous entendre, de connaître où vous en êtes rendu. Puis sur ce, moi, je voudrais féliciter, je lève toujours mon chapeau suite à la pandémie qu'on a connue dernièrement. Les temps sont pas, ça s'améliore pas, les temps sont pas faciles. Alors, moi, je me permettrais de vous dire, je lève mon chapeau. Vous êtes en première ligne, toujours au front, et vous ne lâchez pas. Fait que ça, je pense que ça mérite d'être mentionné. Sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Ève. Merci, Lisa. Alors, effectivement, depuis quelques années, les défis semblent s'accumuler pour la filière sociale. Presque tous les secteurs sont touchés. Les banques alimentaires ne font pas exception. Nous faisons face à une hausse soutenue des nouvelles demandes d'aide alimentaire et ce, depuis 2019-2020. 30% plus d'enfants ont recours à nos services de dépannage alimentaire. 121% plus d'enfants ont recours à nos services de repas et collations. De nouveaux profils de bénéficiaires fréquentant désormais les comptoirs d'aide alimentaire et nos organismes viennent s'ajouter aux profils traditionnels. Nous faisons face à une augmentation de 22% des personnes disposant de revenus d'emploi, ainsi qu'à une augmentation de 33% chez les ménages biparentaux. Devant ces nouveaux profils, on pourrait se dire que le visage de la faim change. Mais il faut bien comprendre que s'il change, c'est parce qu'il s'étend. La faim continue à gagner du terrain sur notre territoire. Nous vivons donc, comme nous le voyons à l'écran, la tempête parfaite. D'une part, comme nous venons de le voir, nous affichons une hausse soutenue des nouvelles demandes d'aide alimentaire, alors que d'autre part,
nous faisons face à une baisse des dons en denrées. Comme le démontre le tableau, en 2020, pour la première fois depuis notre création, il y a 35 ans, le point d'équilibre entre dons et denrées et besoins est rompu. Alors, on peut voir ici qu'on a établi un genre de droite, OK, qui est la ligne orange, qui est finalement l'équilibre, établi à environ un seuil très, très minimum de 200 kilos par personne. Et c'est ça, c'est par année. Alors, on voit que dans les années 2019, jusqu'à 2021, en réalité 2020-2021, le maintien, c'est bon, on n'a pas énormément là, de surplus, mais on est capable de nourrir les gens. Tout de suite après, OK, à peu près dans les années 2020, 2021, le point d'équilibre, le point de rupture là, est rompu et on descend à un 155 kilos de denrées par personne, qui est vraiment bien, bien en dessous du seuil. Et pour le dernier exercice financier, on est remonté à peu près à 181, qui est encore bien en dessous. Donc, 76 organismes ont manqué de denrées. Euh, c'est un manque à gagner à peu près de 506 052 kilogrammes, comme on le voit à l'écran, de denrées, une valeur marchande de 5 566 572. Alors, c'est pas très, très encourageant, c'est difficile, mais depuis 2020, on doit réaliser que le modèle ne fonctionne plus. Cela impose une réflexion de fond sur la pérennité du modèle actuel d'approvisionnement et de financement des banques alimentaires. Nous avons continué d'acheter des aliments de façon à bonifier l'approvisionnement régulier et à répondre aux besoins d'aide alimentaire signifiés par les organismes desservis. Lors du dernier exercice financier, ce sont plus de 195 734 kilos d'aliments et de produits d'hygiène qui ont été achetés pour un montant total de 392 888. Des subventions du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec ont permis au réseau des banques alimentaires du Québec de procéder à des achats alimentaires substantiels qui sont venus bonifier nos arrivages réguliers. Même en achetant, on a peine à répondre aux besoins. Regardez le montant des achats 2018-2019. Il était à 30 225 $. C'était juste avant, comme on l'a vu dans le tableau précédent, que le point d'équilibre soit rompu. Alors, afin de poursuivre la mission, nous devons donc stimuler au quotidien l'innovation et l'amélioration continue. Et je laisse à Jean-Sébastien le soin de vous en parler. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Ève. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, puis à mes collègues d'ailleurs. Donc, comme Ève l'a mentionné, c'est sûr qu'on n'a pas le loisir de dire ah, ça ne fonctionne plus, on arrête. Donc, on n'a pas ce luxe-là. Puis bien sûr, on est beaucoup trop engagé pour dire qu'on tolérait dans le fond un statu quo. Donc, si tous les secteurs d'activité ont avantage et intérêt à placer l'innovation au cœur, dans le fond, de leur mission puis de leur ADN, on serait tenté de vous dire que c'est encore plus vrai pour des organismes comme Moisson Laurentides, de tout organisme qui va œuvrer dans le communautaire. Maintenant, c'est facile d'écrire le mot innovation sur des affiches, sur les portes de vos toilettes et de faire des chandails. Maintenant, pour le vivre pour de vrai, puis être en mesure de débloquer le potentiel d'innovation, puis l'esprit de l'amélioration continue, ben, il faut s'assurer que c'est réellement inséré dans la culture de l'organisation. Ce qui est le cas chez Moisson Laurentides, où est-ce qu'on sait que chaque personne qui compose l'équipe est invitée, dans le fond, à participer, à contribuer. Ça, là, cette culture-là, justement, d'ouverture à l'innovation nous aura permis d'intégrer plusieurs innovations dans les 2 dernières années et on aura quelques exemples pour vous. Avant de vous les présenter, je veux juste vous revenir dans une discussion que j'ai eue, moi, à mon entrée en poste avec la directrice générale, justement, de Moisson-Laurentide, qui mentionnait, tu vas voir, Jean-Sébastien, le cycle du communautaire, tu vas voir, c'est quelque chose qui peut être lent, qui peut être rapide, tout dépendamment des sujets. Je peux vous dire qu'en termes d'innovation, j'ai rarement vu un cycle aussi rapide. Donc, le cycle d'implantation entre le moment où est-ce qu'on a une idée et le moment où on l'implante pour la tester, pour avoir œuvré dans différents secteurs, je vous dirais que j'ai jamais vu un cycle aussi rapide que ça. À un point même où on serait tenté de dire que ce caractère innovant-là, puis la capacité que les gens ont, dans le fond, à pouvoir amener leur propre initiative dans le grand tout, constitue parmi les piliers importants de l'attraction et de la rétention de talent.
à un point où est-ce que, avec cette capacité d'innovation-là, on réussit à avoir des équipes qui sont mobilisées, puis on se dit que, dans le fond, on aurait toujours avantage à tabler encore plus sur ce pilier-là. On sait que ça plaît, dans le fond, et encore plus aux nouvelles générations. Je vous ai mentionné qu'on allait vous donner différents exemples de projets. Voici quelques-uns. Je vous dirais que l'important pour nous, c'est bien sûr de jeter des ponts pour, mais aussi avec la communauté. Poisson-Laurentide, c'est le résultat d'une communauté. Vous l'avez vu tantôt avec le financement de Ève, où est-ce qu'ici, on regarde des fonds gouvernementaux qui soutiennent la mission. On parle d'environ 8 de mémoire. Donc, ce qui tient Moisson-Laurentide ouvert, c'est les citoyens, c'est les corporations, c'est les fondations, c'est les regroupements. Donc, c'est ce qui nous fait dire que c'est la banque alimentaire de tous les citoyens, tous les citoyennes du territoire des Laurentides, puis de la MRC Limoux. Donc, dans le premier exemple qu'on aimerait vous partager aujourd'hui, on va vous parler de l'agence éphémère. Voyez-vous, quand on dit qu'on doit être ingénieux dans tout ça, nous, dans le cadre de la Grande Guignolée, c'est la principale activité de collecte sur une base annuelle. En résumé, notre collègue Jennifer Nadro, aux communications, devrait avoir pour la Grande Guignolée au moins 6 à 8 nouveaux collègues, ne serait-ce que pour soutenir le rythme de la promotion et des communications qui entourent le projet. Et malheureusement, on n'a pas les budgets qui nous permettent d'embaucher de manière aussi importante et sporadique que ça. Donc, l'avenue qu'on a décidé de prendre, c'est de créer une agence de communication, donc de marketing, éphémère, parce qu'elle ouvre ses portes pour une durée de 2 mois et demi, dans lesquelles on a impliqué des élèves qui étudient en marketing, en communication et cinéma, qui se joignent, dans le fond, à l'équipe de communication de Moisson-Laurentide pour venir soutenir les initiatives entourant la Grande Guignolée. Juste pour vous donner une idée du rendement, dans le fond, d'un programme comme celui-là, on a impliqué, bien sûr, nos partenaires médias officiels et on a certains de nos, puis on était très fiers, certains de nos étudiants et étudiantes de nos cohortes qui se sont imaginés replacés à l'intérieur des médias officiels de la région, donc ils sont devenus à la fois journalistes, qui sont devenus rédacteurs. Donc, on se dit, waouh, c'est plus qu'une belle expérience qu'on réussit à offrir à les jeunes. Pour nous, c'est un cercle qu'on pourrait appeler vertueux. On vous présente un autre exemple qui est la communauté des experts, où est-ce que Moisson-Laurentide a la chance d'être entouré de partenaires, à la fois des professionnels, à la fois des consultants, à la fois des organisations qui nous soutiennent sur une base annuelle. La communauté des experts est à quelque part une forme de reconnaissance de ce soutien-là, de ces individus, de ces équipes-là, qui, comme je l'ai mentionné, tout au long de l'année, vont nous faire bénéficier soit de leur expertise, soit du produit de leur expertise, de manière tout à fait gratuite. Donc, ils deviennent nos experts du quotidien. Vous le vivez tout comme nous, on le vit. On doit s'étirer dans des secteurs ou dans des domaines parfois qu'on a moins de connaissances. On n'est pas capable d'approfondir les connaissances dans tous les secteurs qu'on doit œuvrer au quotidien. C'est là où nos experts deviennent éminemment, nos experts et nos experts deviennent éminemment précieux avec des conseils de pointe, jamais plus loin qu'un coup de fil. Le prochain projet qu'on veut vous présenter s'inscrit un peu dans la mouvance qu'Ève a parlé tantôt au niveau de ce qu'on a vécu pour ce qui est de la pandémie, où est-ce qu'on a dû devenir éminemment technologique, comme tous les gens à la grandeur de la planète de toute façon. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a développé des nouvelles solutions de paiement ou de donation sans contact. Hein, ça, c'était très important. Donc, des bornes électroniques totalement sécurisées qui permettaient aux gens de faire des dons tout simplement en faisant un tap avec leur carte de crédit ou leur carte de débit. On a intégré ces petits modules technologiques-là à l'intérieur de personnages grandeur nature, donc le petit garçon que vous voyez là. On l'a appelé Laurent. Bien sûr, vous voyez le jeu de mots. Donc, nos Laurents, on a été en mesure de déployer notre escouade de Laurent dans différents événements, mais aussi dans différents commerces, ce qui a permis, dans le fond, d'ajouter, dans le fond, un nouveau canal au niveau de la collecte puis au niveau des dons. À ça, on va passer rapidement sur la guignolée virtuelle. Ève nous l'a mentionné tantôt. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur ça, ne serait-ce que pour vous dire que quand une banque alimentaire reçoit comme information de la santé publique l'interdiction d'occuper des coins de rue pour sa plus grande activité de collecte sur une base annuelle, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, c'est impossible qu'on ne le fasse pas. Donc, j'étais pas, moi, présent à cette époque-là. Donc, je tiens vraiment à reconnaître et à féliciter la gang qui se sont retournés de main de maître, qui ont adopté des nouvelles technologies, puis qui ont créé des nouvelles propriétés comme la Grande Guignolée virtuelle, qui même si aujourd'hui nos grandes guignolées sont revenues sur des coins de rue dans une approche un petit peu plus traditionnelle, avaient tellement permis de créer du rendement qu'on a décidé, dans le fond, de conserver et de reconduire cette nouvelle application-là. L'engagement qualité, là, voyez-vous, on parle de donation, on parle de comment impliquer les communautés. On va aller de l'autre côté au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la distribution, où est-ce que, comme Malika l'a mentionné, on a toujours le défi, nous, d'avoir une grande proportion des aliments qu'on va distribuer qui sont en fin de vie. Donc, on a un degré de vitesse à faire sur ça. On est aussi tout à fait conscient et sensibilisé que bon nombre d'organismes qui sont desservis par nous sont tenus par des bénévoles qui, eux aussi, donnent de leur temps. Donc, dans l'optique d'être en mesure de maximiser les opérations de tout le monde,
on a décidé de créer cet engagement en qualité-là. Vous devez savoir que chaque membre de l'équipe de Moisson Laurentide a été appelé à le signer dans un premier temps. Et à l'intérieur de cet engagement qualité-là, pour vous donner un exemple, vous avez un module qui a créé une nouvelle escouade de tri qualité. Donc, aux opérations de tri naturelles qui sont déjà effectuées par l'équipe au niveau de la distribution, on a ajouté des équipes de bénévoles qui permettent d'aller plus d'approfondir davantage, dans le fond, nos étapes de tri. Et je vous dirais que le mois suivant, après cette implantation-là, au-delà de voir les sourires des bénévoles et tout le sens et la motivation qu'ils avaient de nous donner un coup de main, ça c'est merveilleux à quel point on est bien entouré là-dessus, c'est nos organismes qui nous ont signifié à quel point il y avait une différence aussi de leur côté. C'est certain que tout ne sera pas parfait, on ne peut distribuer que ce qu'on reçoit. Maintenant, je pense que la gang ont vu le gain, ils ont vu l'effort qu'on fait, puis ça a créé du gain dans le fond de leur côté, où est-ce que même maintenant, nos équipes d'organismes vont passer moins de temps dans le fond pour faire cette même étape-là. Le dernier exemple qu'on veut vous donner, c'est la veille d'entraide. Donc, comme tout organisme qui s'appuie, entre autres, une grande partie sur la philanthropie, c'est sûr que la fidélisation de nos donateurs devient essentielle. Et comment trouver le juste milieu entre une fidélisation qui ne serait pas trop agressive, tiens, je vais le dire comme ça. Il y a différents organismes qui sont très, très, très présents et très proactifs. Pas toujours certains qui atteignent leur objectif parce que peut-être que la tonalité est peut-être un peu trop forte ou un peu trop présente. On le sait à quel point nos boîtes courriels n'ont pas besoin d'aide pour se remplir. Donc, on a quand même pris le chemin de créer la veille d'entraide qui se traduit par un message qui est envoyé par un serveur à nos donateurs actuels. Et on a eu la sensibilité de reconnaître probablement un des facteurs clés dans la capacité que les gens ont à contribuer, le temps. Donc, une veille d'entraide est essentiellement une communication qui informe la population sur l'état de sa communauté. Donc, en moins de 60 secondes, les citoyens, les citoyennes sont en mesure d'être mis au courant d'une situation critique qui est en train de se passer. Au-delà des sommes qu'on a été en mesure d'accumuler, on remercie nos donateurs d'ailleurs là-dessus qui sont fidèles avec nous, au-delà des sommes qu'on a pu accumuler, je vous dirais qu'on sait qu'on a vraiment réussi le jour où est-ce que, accompagnant un don, un de nos donateurs nous écrit le message pour nous remercier d'avoir créé cette veille d'entraide-là, que ça lui permet maintenant rapidement d'être au courant de ce qui se passe et de pouvoir s'impliquer en temps réel. Donc, on est très touché de lire ça. Oui, on parle d'innovation, on parle bien sûr d'amélioration continue. Et en même temps qu'on gère le quotidien, comme tout le monde, on lève un œil et on essaie de regarder, bon, ben, dans 3 ans, dans 5 ans, comment tout ça peut se placer. Ce qui nous amène à mettre en place immédiatement des nouvelles initiatives, des nouveaux programmes, toujours dans l'optique d'accroître, dans le fond, notre rendement. Donc, écoutez, on est à quelques jours, quelques semaines de lancer un tout nouveau programme à l'attention de nos donateurs alimentaires. Le programme Nourrir l'espoir, qui se veut, dans le fond, probablement le programme le plus inclusif jamais créé à ce jour. Oh, Jennifer va probablement nous suivre avec sa prochaine slide. La technologie, c'est merveilleux. On n'est pas dans la même salle, mais on est ensemble. Donc, le programme Nourrir l'espoir, comme je vous le mentionnais, est le programme le plus inclusif, dans ce sens où est-ce qu'il n'y a aucune distinction au niveau du modèle ou du profil de donateur alimentaire. À partir du moment où est-ce que vous êtes une organisation, un organisme qui fait don de denrées Moisson Laurentide, vous avez votre place à l'intérieur du programme Nourrir l'espoir. Qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif avec tout ça? Ben, c'est sûr, continuer à augmenter la reconnaissance de nos donateurs. C'est des histoires qui sont inspirantes, puis elles doivent être connues. On doit les véhiculer. Ça, ceci étant dit, ça nous permet bien sûr d'accroître le nombre d'organisations donatrices. Quand on voit des histoires inspirantes, bien, dans bien des cas, on est inspiré à faire de même. Au cœur de notre programme Nourrir l'espoir, on a installé un module de politique d'achat équitable. Sans trop passer de temps sur ça, juste vous mentionner que maintenant que Moisson Laurentide doit faire des achats pour être en mesure de compléter, c'est sûr qu'on a eu la sensibilité de dire que nos achats vont donc être concentrés sur nos territoires de desserte auprès de nos donateurs alimentaires qui eux-mêmes nous donnent un coup de main. Pour nous, c'était l'évidence qu'une réciprocité devait exister. C'était, écoutez, on ne sera jamais des immenses clients, mais c'est un retour d'ascenseur qui était important pour nous. Donc, vous voyez qu'au travers de ces différentes innovations-là, de ce désir d'amélioration continue, puis de nouveaux programmes qu'on met en place, le désir qu'on a de sans cesse nourrir le dialogue et de faire évoluer, dans le fond, nos modèles de donation. Voici. À toi, Ève. Parfait. Alors, nous traversons ensemble une période de mouvance, une époque où l'incertitude semble être constante. Il est donc normal que tout organisme œuvrant en sécurité alimentaire se pose des questions, telles que jusqu'où les hausses iront-elles? Quels seront les impacts de nouvelles applications technologiques de liquidation?
Quels seront les impacts des nouvelles technologies appliquées à la production alimentaire dans une culture philanthropique de dons des denrées? Comment atteindre et maintenir l'adéquation entre les besoins et ressources? Quelques-unes des questions qui alimentent nos réflexions quotidiennes et qui nous permettent de travailler en mode solution, car l'enjeu est de taille, maintenir nos services, car des milliers de personnes dépendent de nous. C'est donc avec toute l'énergie d'une équipe expérimentée et dévouée que nous travaillerons à faire plus et à faire mieux plus que jamais. Alors, merci de votre attention. On peut aller à la période de questions maintenant, même si on s'en pose aussi. Alors, Merci beaucoup. Alain a déjà une question, donc je vais aller avec Alain. Moi, j'en avais plusieurs, là, mais à mesure que la présentation c'était tellement bien faite, bien structurée, que ça a répondu presque à toutes mes questions. J'en avais quand même deux en suspens au cas qu'il y aurait du danger à ce niveau-là, là. Je veux savoir un peu, quand un organisme fait une demande en bonne et due forme chez vous, euh, et déjà vous avez de la difficulté à être capable de répondre à tous les besoins, comment ça fonctionne? Est-ce que automatiquement, l'ensemble des organismes va avoir moins de denrées parce qu'un organisme de plus va être accepté? Comment vous faites pour être capable d'élaborer des critères dans des situations aussi fragiles comme actuelles? alors peut-être que Lisa, qui est un petit peu au cœur de ces accréditations-là, pourrait répondre. Ben, c'est sûr que dans le comité d'accréditation que je mentionnais tantôt, il y a la directrice, il y a la chef de distribution, Melika, moi-même et nouvellement ma collègue Joël. Là, c'est sûr qu'on regarde le besoin de ce nouvel organisme. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a les denrées quand même qui, comme là présentement, c'est souvent des collations qui nous est demandées ou des cuisines collectives. Fait que vous imaginez qu'une cuisine collective, c'est pas autant de denrées que l'aide alimentaire, admettons, là, parce que c'est des fois 400 personnes qui cuisinent ensemble ou un repas communautaire. Fait que c'est sûr qu'en quelque part, euh, à date, on n'a pas mis rien en suspens dans les demandes des organismes, là. Ça arrive quand même, tu sais, il n'y en a pas 50 en même temps. Fait qu'on voit quand même avec l'entrepôt, avec les denrées qu'on reçoit, s'il y a une possibilité ou pas, ou à ce moment-là, on peut retarder quand même, mettre la glace, puis essayer de voir, tu sais, dans le futur, si on peut répondre à ces besoins-là. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre, tu sais, Ben ouais. fait qu'on conserve quand même ce qu'on a comme denrée, mais est-ce qu'on peut en rajouter? Comme là, on a des nouvelles routes, là, qui vont avec le projet Nourrir l'espoir, on va avoir des nouvelles routes, donc des nouveaux arrivages. OK. Est-ce que ça répond à ta question, Oui, Alain? oui. Puis j'avais une deuxième question, Maud, si tu me permets, tu avais la main levée toi aussi, là. L'autre question, quand on regarde votre présentation au complet, puis le nombre d'activités d'autofinancement, c'est quand même surprenant que vous n'ayez pas plus de financement qui vient directement du gouvernement, même du Québec, pour être capable à la limite, j'ai l'impression que c'est 50 de votre travail, c'est au niveau de la recherche de financement, et l'autre 50 c'est nourrir les gens. Je trouve ça inquiétant et je suis surpris un peu au niveau du pourcentage. Je pense que c'est 8 au niveau des gouvernements à peu près. Je trouve vraiment ça pas beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes subventionné par rapport au programme de soutien aux organismes communautaires? Êtes-vous dans le niveau du PSOC, tout ça? Je ne sais pas trop, là. Non? OK. Les détails précis, je ne pourrais pas te les dire, je pourrais m'informer, OK, de chacun des sources de financement, mais nous n'avons pas beaucoup de financement avec les organismes communautaires OK. qui nous proviennent de ces... mais je pourrais te revenir avec les détails. Jean-Sébastien, oui? Je vais juste répondre Alain, à ta question rapide. Merci pour les questions d'ailleurs, c'est super apprécié. Merci beaucoup. Oui, Moisson Laurentide reçoit du PSOC. Maintenant, pas moi qui ai le plus d'années dans le secteur des banques alimentaires, mais je te dirais que au plus loin qu'on peut rechercher, puis même quand on recule, là, puis qu'on regarde les 19 moissons qu'on pourrait dire similaires, qui font partie du grand réseau à grandeur du Québec, c'est une situation qui est pas mal similaire. Où est-ce que
On s'amuse, sans vouloir faire de joke plate, à venir dire que c'est probablement un des plus vieux PPP, le combat contre l'insécurité alimentaire, où est-ce que, écoute, c'est vraiment une dynamique publique-privée. À ça, on devrait rajouter le C du communautaire. Mais oui, la part du lion. Là, on ne peut pas faire abstraction, Alain, bien sûr, des sommes qui ont été annoncées, que tu as dû entendre parler dans les dernières semaines, donc du 40 millions sur les 2 prochaines années, donc 30 millions cette année. Mais même encore là, ces sommes-là, il faut comprendre que ça, c'est vraiment des sommes qui sont destinées à l'achat de denrées. Donc, il n'y a aucun de ces argents-là qui va au soutien à la mission. Donc, ça n'impactera pas, dans le fond, notre fameux 8. Puis Hmm. juste pour vous mentionner que nous, exemple, si tu sais, 40 millions, on regarde ça, puis il y a des gens qui vont dire waouh, OK, fait que là, vous êtes correct pour au moins 1 an, peut-être même 2. Et dans les faits, nous, une fois qu'on a divisé ça dans le réseau, un 40 millions comme ça, si je prends juste le 30 millions, exemple, de prochaine année, ça représente 5 de toutes les denrées qu'on va avoir besoin sur une base annuelle pour répondre à la demande. Donc, est-ce qu'il est important? Ben oui, il est important parce qu'on n'a jamais eu ce 5 là en début d'année. Hein, nous, c'est toujours des réalités de dents de scie. Mais on est capable de dire que, écoute, il reste du travail à faire. Hmm. Merci. Merci, Alain. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu précise, mais tu sais, vos sources de denrées, c'est tu sais, les guignolés ou tu sais, justement, là, vous dites les épiceries et tout. Mais si, par exemple, il y a des groupes citoyens qui font du glanage, donc c'est très ponctuel, c'est 3, 4 fois par année, ils ont ramassé des carottes, des patates dans des champs. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous transmettre? Tout à fait. Et c'est des projets aussi qu'on développe là. Alors, on a tenté des petites préludes un petit peu l'année passée, pas tellement avec le glanage, mais avec la culture au champ, où on est allé avec un champ d'asperges, récolter des asperges, on a transmis. Ensuite, des partenariats avec avec Argenteuil, les jardins d'Argenteuil, entre autres. Mais c'est un projet qu'on veut développer assurément pour cette année, le glanage. Alors, c'est en cours aussi des recherches qui sont faites au niveau des ressources humaines pour ce côté-là. Alors oui, c'est quelque chose qui va être un apport intéressant aussi. Ah, merci. Donc, Laure. En fait, ben, Moisson est en charge du PRS. Est-ce que dans la redistribution du PRS, C'est quoi le PRS, euh, le, Laure? le programme de récupération en OK, supermarché, merci. en fait, si j'ai bien compris, hein, le PRS, donc c'est Moisson qui est en charge du PRS, qui aide les organismes locaux à l'implanter. Et donc après, c'est des comptoirs alimentaires, par exemple, qui sont en charge d'aller récupérer en fait les denrées au niveau des supermarchés, donc viande, etc. Est-ce que pour l'après, en fait, par la suite, Moisson s'assure qu'il y a une redistribution équitable des denrées qui sont récupérées? Exemple, qu'un comptoir qui s'occupe du PRS pour tu sais, son territoire, là, ben, redistribue équitablement. Autrement dit, s'il en a plus qui ne devrait, en fait, tu sais, en termes de, tu sais, je sais que vous avez ces calculs-là, là, tu sais, et est-ce qu'ils pourraient en redistribuer ailleurs, dans d'autres comptoirs alentours qui en auraient besoin? Lisa, Malika, est-ce que... Euh, oui, Pensez-vous? effectivement, avec le PRS, nous, on fait les rapports à Banque alimentaire Québec parce que c'est un programme qui vient comme de Banque alimentaire Québec, supporté par les moissons. Mais en fin de compte, avec ces rapports-là, on sait dans quel territoire il y en a le plus ou il y en a le moins. Fait qu'on est capable de quantifier. Est-ce que l'on s'assure, on est en train de faire une mise en place justement pour que ce soit plus équitable, mais ça, un organisme qui en a plus, mais est-ce qu'il peut partager avec ses voisins, là, tu sais? Oui, effectivement, on a mis en place certaine collaboration. Ça va bien, ça va très, très bien pour ça. J'ai même des organismes dans d'autres territoires qui vont avec le programme de PRS, ils vont eux-mêmes, au lieu que l'organisme vienne chercher des denrées chez Moisson Laurentide, c'est eux qui vont fournir certaines cuisines collectives, entre autres, ou des repas communautaires, comme je disais tantôt, parce que si eux, ils ont beaucoup de supermarchés, ben, ils partagent avec les organismes qui sont alentour du même territoire.
Est-ce que ça répond à ta question, alors? Oui, ça répond. Puis j'avais une idée peut-être un petit peu plus précise, mais je pourrais t'en reparler, Lisa, si tu veux. Ah, OK, effectivement. Puis pour parler d'équité, c'est sûr que ces organismes-là, nous, on les appelle des organismes hybrides. Alors, tu sais, ils ont certains critères qui doivent répondre, avoir des chambres froides, pour respecter la chaîne de froid, comme on dit, là. Mais oui, effectivement, on essaie d'avoir quand même cette équité-là, là, par rapport à nos organismes hybrides. Super, Juste, merci. juste pour faire du pouce sur ce que Lisa vient de nous mentionner, c'est sûr que vous devez savoir que la grande proportion des programmes PRS sont soutenus par Moisson-Laurentide. Hmm. Et pour des régions un petit peu plus éloignées, c'est là où est-ce que, dans le fond, comme Lisa l'a mentionné, qu'on a créé des partenariats hybrides. Mm. Mais toute l'essence du PRS, c'est au-delà de la capacité qu'on a maintenant à, oui, bien sûr, réduire les pertes d'aliments en fin de vie, mais en plus d'être en mesure de mettre la main sur des protéines, donc la viande, ce qui est toujours un grand défi aujourd'hui, plus que jamais avec les coûts, avec la hausse des coûts. C'est sûr que le PRS va nous donner l'avantage de dire aussi, c'est toute la raison d'être de Moisson-Laurentide, où est-ce que nous, dans le fond, on s'assure que, si on prend nos territoires, là, puis qu'on dit que, ben, écoute, moi, j'ai une région qui est là, ben, nous, on fait des pommes. On fait des pommes, puis on fait des tomates. Puis nous, dans le sens, on a beaucoup de cultivateurs. Puis à côté, nous, on fait des pommes de terre, puis on fait des radis. Puis de l'autre côté, il y a un distributeur de cannes de conserve de maïs. Ben, un organisme qui recevrait, dans le fond, 5 palettes de cannes de maïs va dire merci. Mais personne n'est capable de nourrir des familles avec juste des cannes de maïs. C'est là où est-ce que Moisson-Laurentide, en étant le point de convergence, va mélanger les cannes de maïs, les pommes de terre, les radis de l'autre côté, et basé, dans le fond, sur les besoins réels, comme Lisa l'a mentionné tantôt, avec des actions locales, basé sur les besoins réels de chacune des régions et de chacun des organismes. C'est là qu'on va nous-mêmes être, je vous dirais, à la tête d'une redistribution. Et l'équité, cette notion d'équité-là, elle fait partie, dans le fond, de tous nos gestes et de toutes nos actions. Pour terminer sur ce point-là, les organismes qui ont des PRS hybrides, comme je l'ai mentionné tantôt, pour des raisons, exemple, de distance, parce que notre territoire est un des plus grands de tous les Mm. moissons. Euh, on est très près de ces organismes-là. Puis de toute façon, tout le monde travaille en même temps. Tout le monde travaille dans le même sens. Je veux que vous sachiez qu'on a même des organismes qui ne sont pas PRS, mais qui ont des dons, des fonds en grande quantité, qui vont en retourner une partie à Moisson-Laurentide pour en faire bénéficier aux autres. Donc, il y a des beaux retours d'ascenseur qui s'effectuent là-dedans. Est-ce que tout est perfectible? Oui, oui, c'est le désir qu'on a. Mais je vous dirais qu'on a une belle partance au moment où est-ce qu'on se parle.